Je m'appelle Hélène et j'ai 32 ans. Noël dernier, je pensais que j'allais enfin avoir le dîner de famille parfait où je pourrais partager des nouvelles extraordinaires. Je venais de me fiancer à l'amour de ma vie, David, et d'obtenir une promotion au travail pour laquelle je m'étais battue pendant 3 ans. J'étais si excitée de l'annoncer à ma famille, pensant que peut-être cette fois, juste peut-être, ma mère serait enfin fière de moi. Mais au lieu de cela, ce qui s'est passé ce soir-là a tout changé entre nous pour toujours. Et honnêtement, c'était probablement la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Avant de plonger dans les événements de cette soirée de Noël, j'aimerais savoir d'où vous me regardez. Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci. Croyez-moi, ce que ma mère a dit ensuite va vous c'est au Caire. Mais ma réponse l'a choquée encore plus. En grandissant, j'ai toujours été l'enfant du milieu, dans une famille, où être au milieu signifiait être invisible. Mon frère aîné, Michel, était l'enfant prodige, celui qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de ma mère, Patricia. Il est médecin maintenant, et elle ne manque jamais une occasion de le rappeler à tout le monde. Ma sœur cadette, Karine, était le bébé, la précieuse petite princesse à qui on passait tout et qui est devenue une avocate à succès. Et puis, il y avait moi. Hélène, coincée au milieu, essayant désespérément de comprendre comment obtenir ne serait-ce qu'une fraction de l'attention et de l'amour qu'il semblait recevoir si facilement. Dès que j'ai été assez grande pour comprendre la dynamique familiale, j'ai su que je devais travailler 2 fois plus dur pour moitié moins de reconnaissance. Tandis que Michel était félicité pour avoir ramené des notes passables, je devais maintenir une moyenne excellente juste pour obtenir un hochement de tête approbateur. Quand Karine faisait des crises de colère et cassait des choses, c'était mignon, elle exprimait juste sa personnalité. Quand moi, je haussais à peine la voix, je manquais de respect et avais besoin d'une correction d'attitude. Je me souviens d'avoir passé d'innombrables heures au lycée à travailler à temps partiel à l'épicerie du coin et à donner des cours de soutien à des enfants plus jeunes. Non pas parce que nous avions besoin d'argent, mais parce que je pensais que si je pouvais contribuer financièrement, peut-être que mes parents verraient ma valeur. J'ai économisé chaque centime pour acheter des fleurs à ma mère pour la fête des mères, des bijoux pour son anniversaire et des cadeaux de Noël attentionnés que je passais des semaines à choisir. Michel et Karine prenaient quelque chose à la dernière minute au centre commercial. Et pourtant, leurs cadeaux étaient toujours ceux qui suscitaient les plus grands sourires et les plus longues étreintes. L'université était censée être mon nouveau départ. Ma chance de faire mes preuves dans un domaine qui me passionnait. J'ai choisi le marketing parce que j'aime la créativité et la stratégie qui s'y rattachent. La façon de raconter une histoire qui peut toucher les gens et les pousser à l'action. Mais quand j'ai parlé de ma spécialisation à ma famille, le visage de ma mère s'est décomposé comme si je venais d'annoncer que j'abandonnais complètement mes études. « Le marketing ?» a-t-elle dit, sa voix suintant la déception. « Ce n'est pas une vraie carrière, Hélène. C'est juste jouer avec de jolies images et des slogans. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Michel et choisir quelque chose qui aide vraiment les gens, ou comme Karine, quelque chose qui demande une réelle intelligence et qui fait une différence dans le monde? » Ces M.O.T. m'ont blessé plus que je ne l'ai laissé paraître à l'époque. Mais j'ai persévéré. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et j'ai décroché mon premier emploi dans une petite agence de marketing en ville. J'ai gravi les échelons lentement, acceptant des projets supplémentaires, restant tard, arrivant tôt, faisant mes preuves encore et encore. Chaque petite victoire, chaque client que je décrochais, chaque campagne réussie, j'appelais à la maison, excitée de partager la nouvelle. Les conversations se terminaient toujours de la même manière. « C'est bien, ma chérie.
Est-ce que je t'ai dit que Michel vient d'être publié dans une autre revue médicale? Ou Karine vient de gagner un autre procès? Elle se fait vraiment un nom. Pendant des années, j'ai continué d'essayer. J'envoyais des cartes pour chaque fête. J'appelais chaque semaine. Je me souvenais des anniversaires. J'ai aidé mes parents à déménager dans leur nouvelle maison quand j'avais 26 ans, passant toutes mes vacances à peindre les murs et à organiser les cartons, pendant que mes frères et sœurs étaient trop occupés par leur carrière importante pour aider. Je gardais leur berger allemand chaque fois qu'ils partaient en week-end, même si je suis allergique et que je passais tout le week-end à éternuer et à prendre des antihistaminiques. Le printemps dernier, quand mon père, Robert, a dû subir une opération d'urgence de la vésicule biliaire, c'est moi qui ai pris des jours de congé pour le conduire à ses rendez-vous et attendre avec ma mère dans la salle d'attente pendant 6 heures. Michel était lui-même en chirurgie ce jour-là et Karine était au tribunal. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui me suis fait sermonner plus tard sur le fait que j'aurais dû les appeler tous les deux plus fréquemment pour leur donner des nouvelles. Le pire n'était même pas le manque de reconnaissance. C'était la comparaison constante. La façon dont chaque conversation revenait inévitablement sur le succès, l'attrait, les accomplissements de mes frères et sœurs. Les dîners de famille étaient devenus des exercices d'endurance. Rester assise là, à écouter des louanges sans fin pour des réalisations qui, honnêtement, n'étaient pas plus impressionnantes que les miennes, mais qui étaient traitées comme des victoires de prix Nobel parce qu'elles venaient des enfants prodiges. Mais cet automne-là, les choses dans ma vie ont enfin commencé à se mettre en place. David et moi sortions ensemble depuis 2 ans, et il m'a demandé en mariage lors d'un week-end dans les Alpes en octobre. La bague était simple, mais parfaite, et plus important encore, il me voyait d'une manière que ma famille n'avait jamais eue. Il célébrait mes réussites au travail, encourageait mes projets créatifs et ne m'a jamais fait sentir que je devais rivaliser pour son attention ou son approbation. À peu près au même moment, mon entreprise m'a promue au poste de coordinatrice marketing senior, ce qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative et de l'opportunité de diriger ma propre équipe. C'était tout ce pour quoi j'avais travaillé, et pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais véritablement fière de ce que j'avais accompli. J'avais hâte de partager ces 2 nouvelles avec ma famille à Noël, en pensant que peut-être, cette fois, ce serait différent. J'étais pleine d'un optimisme prudent, une petite flamme d'espoir qui refusait de s'éteindre malgré des années de déception. J'imaginais la scène, le choc initial, puis peut-être, enfin, un véritable sourire de fierté sur le visage de ma mère. J'imaginais mon père me serrant dans ses bras, Michel me donnant une tape dans le dos, et même Karine m'offrant une félicitation sincère. C'était un fantasme que j'avais nourri pendant si longtemps, et avait eu 2 nouvelles aussi importantes. Il semblait enfin à portée de main. J'avais passé des semaines à préparer ce moment, répétant mentalement ce que j'allais dire, comment j'allais présenter ma bague, comment j'allais décrire ma nouvelle promotion. Chaque détail était planifié pour maximiser l'impact, pour ne leur laisser aucune autre option que de reconnaître enfin que moi aussi, Hélène, l'enfant du milieu, j'avais réussi. Je ne savais pas encore à quel point j'étais naïve. Je ne savais pas que cette soirée de Noël ne serait pas le point culminant de mon acceptation par ma famille, mais le début de ma propre libération. La matinée de Noël a commencé comme elle l'avait toujours fait dans ma maison d'enfance de la rue de l'Érable. La maison était décorée exactement de la même manière que depuis 20 ans. Des lumières blanches sur le sapin dans le salon, des ornements rouges et dorés que ma mère avait collectionnés au fil des décennies, et le même ange au sommet qui faisait partie de notre famille depuis que j'avais 5 ans. L'odeur des croissants chauds et du café emplissait l'air, et une musique de Noël jouait doucement sur la vieille chaîne hi-fi dans le coin. Je suis arrivée vers 10 heures du matin, les bras chargés de cadeaux soigneusement emballés et le cœur rempli d'une excitation nerveuse.
David passait Noël avec sa propre famille à Lyon, mais nous avions prévu de fêter ça ensemble à son retour. Je portais ma bague de fiançailles dans mon sac à main depuis 2 mois, voulant faire l'annonce en personne plutôt que par téléphone. Mon père m'a accueilli à la porte avec l'une de ses chaleureuses étreintes d'ours. Robert a toujours été le parent le plus émotionnellement disponible, celui qui se souvenait de me poser des questions sur mon travail et qui écoutait réellement les réponses. « Voilà ma génie du marketing », a-t-il dit en prenant les cadeaux de mes bras. « Comment se passe ton nouveau poste ?» Mon visage s'est illuminé. « En fait, papa, j'ai des nouvelles vraiment excitantes à partager avec tout le monde. »« Ah oui ? J'ai hâte d'entendre ça, ma chérie. » Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte, portant le pull en cachemire rouge que je lui avais acheté pour son anniversaire l'année dernière. Elle m'a toisé de haut en bas avec cette expression que je connaissais si bien, celle qui parvenait à trouver un défaut avant même que j'aie dit bonjour. « Hélène, mais qu'est-ce que tu portes ? Cette robe verte te donne un air blafard. Ne t'ai-je pas déjà dit que cette couleur ne va pas avec ton teint ? Et tes cheveux, on dirait que tu viens de sortir du lit. » « Joyeux Noël à toi aussi, maman, » ai-je dit en forçant un sourire. « En fait, j'ai passé 1 heure sur mes cheveux ce matin. »« Eh bien, tu aurais dû en passer 2, » a-t-elle répliqué en se retournant vers la cuisine. Karine est absolue, humain sublime dans son nouveau tailleur bleu marine. Tu devrais lui demander où elle fait ses achats. Ma sœur Karine était déjà dans le salon, et en effet, elle était magnifique dans un ensemble bleu marine sur mesure qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Elle travaillait pour un prestigieux cabinet d'avocats en ville et avait la garde-robe qui allait avec. Michel était assis sur le canapé, avec sa montre chère et son pull de marque, consultant son téléphone et vérifiant les messages de l'hôpital. « Regardez qui a enfin daigné se montrer » a dit Karine avec un sourire en coin. On attendait pour commencer les cadeaux. Je suis littéralement en retard de 5 minutes parce que je me suis arrêtée pour faire le plein. Ai-je répondu, mais personne ne semblait écouter. L'échange de cadeaux s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu. Michel a donné à tout le monde des cartes cadeaux qu'il avait manifestement achetées. Est-ce à la dernière minute? Mais c'était des cartes de magasins haut de gamme, alors maman s'est extasiée sur sa prévenance et sa générosité. Karine avait offert à nos parents un week-end dans un spa de luxe, ce qui lui a valu 20 minutes de louanges et de conversations enthousiastes sur la planification. J'avais passé des semaines à choisir des cadeaux personnalisés pour chacun. Une première édition rare d'un livre pour mon père, un magnifique porte-documents en cuir pour Karine avec ses initiales gravées, et un album photo personnalisé pour mes parents, rempli de photos de famille de la dernière décennie que j'avais moi-même numérisées et imprimées. « Oh, comme c'est gentil !» a dit ma mère en feuilletant rapidement l'album photo. « Ça a dû te prendre du temps ?»« J'y ai passé environ 40 heures, » ai-je dit. « J'ai dû scanner toutes les vieilles photos, restaurer certaines des plus abîmées, puis concevoir les mises en page. C'est adorable, ma chérie. Michel, montre à tout le monde cette nouvelle montre que ton collègue t'a offerte. » Et juste comme ça, la conversation est passée à autre chose. Mon père m'a serré l'épaule et a chuchoté. « C'est magnifique, Hélène. Merci. » Mais le moment était déjà passé. Alors que la matinée se transformait en après-midi, d'autres membres de la famille sont arrivés. Ma tante Suzanne et mon oncle Franck, mes cousins Jeanne et Robert Junior, et ma grand-mère Éléonore. La maison s'est remplie de rires et de conversations, et je me suis retrouvée à graviter vers la cuisine, aidant ma mère à préparer le dîner, comme toujours. « La dinde doit sortir dans 20 minutes, » m'a-t-elle ordonné, sans lever les yeux de la purée de pommes de terre qu'elle préparait. « Et quelqu'un doit mettre la table. Où est Karine ? » Elle est dans le salon, en train de parler à grand-mère Éléonore. Eh bien, elle ne devrait pas avoir à se soucier du travail, en cuisine.
Elle travaille si dur pendant la semaine. J'ai mordu ma langue. Je travaillais tout aussi dur pendant la semaine. Mais cela ne semblait jamais entrer en ligne de compte dans ses calculs. À l'approche de l'heure du dîner, j'ai senti la nervosité monter. J'avais prévu de faire mon annonce pendant le dessert, quand tout le monde serait détendu et de bonne humeur. Je n'arrêtais pas de toucher l'écrin dans mon sac, me rappelant que c'était de bonnes nouvelles, des nouvelles heureuses, le genre de nouvelles qui devraient rassembler les familles. Mais en regardant ma mère s'illuminer chaque fois que Michel mentionnait son dernier cas, ou que Karine parlait de sa récente victoire au tribunal, j'ai commencé à me demander si je ne me préparais pas une fois de plus à une déception. Le dîner fut servi à 15 heures précises, comme chaque Noël depuis aussi longtemps que je pouvais m'en souvenir. La table de la salle à manger était dressée, y avec la plus belle porcelaine de ma mère, le même service qu'elle utilisait pour les grandes occasions depuis mon enfance. Grand-mère Éléonore était assise à un bout, mon père à l'autre, et le reste d'entre nous remplissait les côtés selon une hiérarchie tacite qui me plaçait toujours entre mon plus jeune cousin et la chaise vide où mon grand-père s'asseyait autrefois. La conversation tournait autour de sujets que j'avais entendus 100 fois auparavant. Le nouveau cabinet médical de Michel qui se développait plus vite que prévu. La récente promotion de Karine au rang d'associé junior dans son cabinet d'avocat. La planification du mariage de ma cousine Jeanne pour l'été prochain. Je participais quand on m'adressait la parole, je riais aux mauvaises blagues de mon oncle Franck et je complimentais la nouvelle coupe de cheveux de ma tante Suzanne, tout en attendant le bon moment pour partager mes propres nouvelles. Alors, Hélène, dit ma grand-mère lors d'une accalmie dans la conversation. Tu travailles toujours dans cette petite agence de publicité en ville? Une agence de marketing, grand-mère. Eh oui, toujours. En fait, j'ai des nouvelles excitantes à ce sujet. Avant que je puisse continuer, ma mère a sauté sur l'occasion. Hélène pense que faire de jolies images pour les entreprises, c'est la même chose qu'avoir une vraie carrière. Je n'arrête pas de lui dire qu'elle devrait retourner à l'école pour quelque chose de plus substantiel, comme infirmière ou enseignante. Le marketing est une vraie carrière, maman, dis-je en essayant de garder une voix égale. C'est en fait un domaine qui demande beaucoup de stratégie et d'analyse. Je viens d'être promue coordinatrice senior, ce qui signifie que je vais diriger ma propre équipe et... Oh, c'est merveilleux, ma chérie, dit gentiment ma tante Suzanne. Félicitations. Merci. Et en fait, j'ai des nouvelles encore, et plus importantes que ça. Je plongeai la main dans mon sac et en sortis le petit écrin de velours, mon cœur battant si fort que j'étais sûre que tout le monde pouvait l'entendre. C'était le moment, celui que je planifiais depuis des semaines. David m'a demandé en mariage, annonçai-je en ouvrant la boîte pour révéler la magnifique bague solitaire à l'intérieur. Nous sommes fiancés. La réaction ne fut pas tout à fait celle que j'avais espérée. Il y eut un moment de silence, puis des félicitations polies de la plupart de la table. Le visage de mon père s'illumina d'un sourire sincère, et ma grand-mère se pencha pour me serrer la main, mais l'expression de ma mère resta inchangée, presque ennuyée. « Quand est-ce que c'est arrivé ?» demanda Karine. « En octobre. Nous sommes allés dans les Alpes pour un week-end, et il m'a fait sa demande lors d'une randonnée vers un magnifique point de vue. C'était parfait. »« Octobre, » dit ma mère, la VO, X tranchante. « Tu es fiancée depuis 2 mois et tu nous le dis seulement maintenant ?» Je voulais vous le dire en personne, en famille. « Eh bien, c'est typique de toi, Hélène. Toujours si secrète, toujours à tout garder pour toi. Pas étonnant que nous ne sachions jamais ce qui se passe dans ta vie. » Je sentis la piqûre familière de la critique déguisée en inquiétude. « Je ne suis pas secrète, maman. J'appelle toutes les semaines. Je voulais juste que ce soit un moment spécial. »« Qu'est-ce qu'il fait déjà, David ?» demanda Michel, bien que je le lui ai dit au moins 3 fois lors de conversations précédentes.
Il est professeur de français au lycée. Un professeur? Ma mère répéta le mot, sa voix dégoulinant de déception. Eh bien, je suppose que c'est un emploi stable, au moins? La façon dont elle l'a dit montrait clairement ce qu'elle pensait. Pas assez impressionnant, pas assez de succès, pas assez bien pour sa fille. Peu importait que David soit gentil, intelligent, drôle, et qu'il me traite comme si j'étais la personne la plus importante de son monde. C'est un homme merveilleux, dit fermement ma grand-mère. Quand est-ce qu'on pourra le rencontrer convenablement? Bientôt, j'espère. Il est avec sa famille à Lyon pour Noël, mais nous prévoyons de dîner avec tout le monde le mois prochain. J'espère qu'il sait dans quoi il s'engage, dit Karine avec un rire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Hélène a toujours été la plus difficile de la famille. Je ne suis pas difficile, protestai-je. Mais ma mère hochait déjà la tête en signe d'accord. Hélène a toujours été un défi, dit-elle, comme si je n'étais pas assise juste là. Elle n'a jamais vraiment compris comment se faciliter la vie ou celle des autres. Les mots me frappèrent comme un coup physique, mais j'essayais de les ignorer. C'était censé être une célébration, un moment heureux. Je ne pouvais pas les laisser le gâcher. Eh bien, je trouve que c'est une excellente nouvelle, dit mon père en levant son verre de vin. À Hélène et David. Pouvez-vous être très heureux ensemble? Quelques personnes levèrent leur verre à contre-cœur, mais le moment semblait forcé et gênant. La conversation passa rapidement à d'autres sujets, et je me retrouvai assise là, l'écrin toujours dans mes mains, me sentant plus petite et plus insignifiante que jamais. Alors que le dessert était servi, ma mère se lança dans un récit détaillé des dernières réalisations professionnelles de Michel. Il avait été publié dans une revue médicale, invité à prendre la parole lors d'une conférence à Paris et était pressenti pour un poste à l'hôpital universitaire. Chaque accomplissement était décrit avec des détails élogieux, la fierté de ma mère rayonnant pratiquement à travers la table. Et Karine, continua-t-elle sans interruption, vient de gagner le plus gros au procès de sa carrière. Le règlement s'élevait à 6 chiffres, et les associés principaux parlent de l'accélérer vers le statut d'associé à part entière. C'est incroyable, dis-je, le pensant sincèrement. Félicitations, Karine. Merci, dit-elle, mais son attention était déjà revenue sur son téléphone. J'étais assise là, à écouter les louanges déversées sur mes frères et sœurs, attendant que quelqu'un revienne sur mes fiançailles ou ma promotion, mais cela n'est jamais arrivé. C'était comme si je n'avais jamais parlé, comme si mes nouvelles n'avaient pas assez d'importance pour mériter plus de quelques secondes d'attention. C'est alors que ma mère me regarda directement et prononça les mots qui allaient tout changer entre nous pour toujours. Tu sais, Hélène, j'ai réfléchi à ces fiançailles, et je dois être honnête. Je suis inquiète pour David. Je veux dire, quel genre d'homme te demande en mariage? La table devint silencieuse. Même mes cousins levèrent les yeux de leur téléphone. Qu'est-ce que tu veux dire? Demandai-je, bien que je craignisse de déjà connaître la réponse. Eh bien, soyons réalistes. Tu as 32 ans. Tu as un travail qui paie à peine les factures. Tu vis dans ce minuscule appartement et tu n'as jamais vraiment accompli quoi que ce soit de significatif. Tu es l'enfant la plus inutile que nous ayons. J'espère juste que David réalisera ce à quoi il s'engage avant qu'il ne soit trop tard. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je pouvais sentir chaque père Dieu à table me fixer, attendant de voir comment j'allais réagir. Ma tante Suzanne avait l'air horrifiée. Mon père secouait la tête avec incrédulité. Même Michel et Karine semblaient choqués par la cruauté du commentaire. Mais pour la première fois de ma vie, au lieu de me recroqueviller et d'encaisser, au lieu de trouver des excuses ou d'essayer d'en rire, je sentis quelque chose de différent monter en moi. C'était de la colère
Oui, mais plus que ça, c'était de la clarté. C'était 32 ans de frustration et de blessures refoulées, trouvant enfin leur voie. Je me suis levée lentement, les mains tremblantes d'émotion, et j'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Alors, arrête de m'appeler quand tu as besoin d'argent, dis-je, ma voix ferme et claire. Son visage s'est décomposé. Le silence qui suivit mes paroles était si complet que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge du grand-père dans le couloir et le son lointain de la musique de Noël qui jouait encore dans le salon. Le visage de ma mère passa d'une supériorité confiante à quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Un choc authentique, mêlé à ce qui ressemblait à de la panique. « De quoi parles-tu » demanda-t-elle, mais sa voix avait perdu toute son autorité d'antan. « Je parle des 1500 € que je t'envoie chaque mois depuis 2 ans pour couvrir les mensualités de ta voiture, parce que l'entreprise de papa avait des difficultés. Je parle des 3000 € que je t'ai donnés au printemps dernier, quand il a eu besoin de son opération, et que votre mutuelle ne couvrait pas tous les frais. Je parle des 2000 € que j'ai envoyés pour aider à payer les frais d'inscription de Karine à l'examen du barreau, parce qu'elle avait déjà dépensé l'argent que vous aviez mis de côté pour elle dans ce voyage en Europe. » Je plongeai la main dans mon sac et sortis mon téléphone, ouvrant mon application bancaire avec des doigts étonnamment stables, malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. « Tu veux voir les reçus ?» continuai-je en brandissant l'écran. « Parce que je les ai tous ici. Chaque virement, chaque chèque, chaque prêt d'urgence qui, curieusement, n'a jamais été remboursé. » Ma tante Suzanne me regardait la bouche légèrement ouverte. Mon oncle Franck avait posé sa fourchette et écoutait attentivement. Ma grand-mère hochait lentement la tête, comme si les pièces d'un puzzle se mettaient enfin en place. « Hélène » commença mon père, mais je n'avais pas fini. « Tu te souviens de Noël dernier, quand les prêts étudiants de Michel sont entrés en défaut de paiement parce que son nouveau cabinet ne rapportait pas encore assez d'argent? Qui penses-tu à rembourser ça? Ce n'était pas maman et papa, parce qu'ils se remettaient encore des factures médicales de papa. C'était moi. 4000 € que j'économisais pour un acompte sur une maison. » Le visage de Michel était devenu pâle. « Hélène, je ne savais pas. » »« Bien sûr que tu ne savais pas, parce que maman m'a fait promettre de ne le dire à personne. Elle a dit que ça te mettrait dans l'embarras et que je devais simplement considérer cela comme ma contribution à la famille. » « Ma contribution ? Comme si je n'avais pas contribué toute ma vie d'adulte. » Je me retournai vers ma mère, qui, uvrait et fermait la bouche, comme si elle cherchait des mots qui ne venaient pas. « Tu veux savoir quel genre d'homme demande en mariage quelqu'un comme moi? Le genre qui voit que j'ai maintenu cette famille à flot financièrement toute seule, tout en occupant mon emploi soi-disant sans intérêt, et en vivant dans mon appartement soi-disant pathétique. Le genre qui reconnaît que peut-être, juste peut-être, j'ai sacrifié ma propre sécurité financière et mes rêves pour prendre soin de tout le monde. »« Je ne t'ai jamais demandé de le faire, » commença faiblement ma mère. « Tu l'as absolument fait. Tu m'as appelé en pleurant à propos des mensualités de la voiture. Tu m'as appelé en paniquant à propos de l'opération de papa. Tu m'as appelé en me suppliant de l'aide pour les frais de Karine. Et à chaque fois, j'ai aidé, parce que c'est ce que les familles font. Mais apparemment, c'est ce que l'enfant inutile fait, pendant que les enfants réus 6 reçoivent tout le crédit et aucune des responsabilités. » Karine prit enfin la parole, sa voix faible. « Je ne savais pas que tu avais payé pour mon examen du barreau. Parce que je n'étais pas censée te le dire, tout comme je n'étais pas censée parler à qui que ce soit de l'argent que je prête à maman et papa, ou du paiement que j'ai fait sur les prêts de Michel, ou des innombrables autres fois où j'ai sorti cette famille de problèmes financiers. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à lire des chiffres et des dates réelles. 15 septembre 2022, 1500 € à Patricia Martin pour mensualité de voiture. 3 octobre, 1500 € à Patricia Martin pour mensualité de voiture.
7 novembre, 2 000 € à Robert Martin pour frais médicaux. 19 décembre, 1 500 € à Patricia Martin pour mensualité de voiture. Mon père regardait ma mère avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. « Patricia, est-ce que c'est vrai ?»« Ce n'est pas ce que ça semble être, » dit-elle rapidement. Hélène nous aidait juste temporairement, le temps que nous nous remettions sur pied. Temporairement? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Ça fait 2 ans, maman. 2 ans de paiement mensuel. 2 ans où j'ai priorisé votre stabilité financière avant la mienne. 2 ans où j'ai vécu d'un salaire à l'autre pendant que tu te promenais dans une voiture que je payais, en te plaignant de l'échec de ta fille inutile. Ma grand-mère tendit la main à travers la table et attrapa la mienne. Ma chérie, pourquoi ne nous as-tu rien dit de tout ça? Parce que je pensais que si je pouvais juste aider assez, si je pouvais juste prouver ma valeur à cette famille d'une manière ou d'une autre, peut-être que je gagnerais enfin l'amour et le respect que Michel et Karine semblent obtenir gratuitement. Je pensais que si je pouvais être utile, même si ce n'était que Fina, et entièrement, peut-être que maman arrêterait de me regarder comme si j'étais une déception. Les larmes que j'avais retenues pendant des années coulaient enfin. Mais ce n'étaient plus des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de libération, de dire enfin une vérité que j'avais portée seule pendant si longtemps. « Tu veux savoir ce que David voit en moi ?» continuai-je, ma voix se renforçant. Il voit quelqu'un qui a cumulé 2 emplois pour soutenir sa famille pendant qu'il dénigre sa carrière. Il voit quelqu'un qui a renoncé à ses propres rêves et objectifs financiers pour s'assurer que tous les autres membres de sa famille vont bien. Il voit quelqu'un qui a été le véritable pilier de cette famille tout en étant traité comme si elle ne valait rien. Michel secouait la tête. « Hélène, je n'en avais aucune idée. Si j'avais su que c'était toi qui avais remboursé mes prêts, tu aurais fait quoi? Tu m'aurais traité avec un respect. De base, tu m'aurais défendu quand maman faisait ses commentaires désobligeants? Parce que c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Pas de la gratitude, pas des louanges, juste une décence humaine de base. » Je me tournai vers Karine, qui fixait son assiette. « Et toi? As-tu la moindre idée du nombre de fois où je t'ai couverte? Pas seulement financièrement, mais de toutes les autres manières. Quand tu avais trop la gueule de bois pour aider maman à déménager, qui penses-tu à passer son week-end à faire des cartons? Quand tu étais trop occupée pour rendre visite à papa à l'hôpital, qui penses-tu est rester assise avec lui pendant des heures? Hélène, dit doucement mon père. Je suis tellement désolée. Je n'avais aucune idée que ta mère te demandait de l'argent. Parce qu'elle m'a fait promettre de ne pas te le dire. Elle a dit que ça blesserait ta fierté et qu'en tant que personne la plus stable financièrement, c'était ma responsabilité d'aider. C'est drôle comme je suis passée de la plus inutile à la plus stable financièrement en fonction de ce qu'elle avait besoin de moi. Ma mère retrouva enfin sa voix. Tu es dramatique, Hélène. Les familles s'entraident. C'est ce que nous faisons. Non, maman. Ce que les familles font, c'est se soutenir émotionnellement et se traiter avec respect. Ce que tu fais, c'est prendre mon argent tout en disant à tout le monde à quel point je suis sans valeur. Ce que tu fais, c'est m'utiliser comme un filet de sécurité financier tout en me traitant comme une source d'embarras. Je me suis levée et j'ai repoussé ma chaise de la table. Eh bien, félicitations. Vous êtes sur le point de découvrir à quel point je suis vraiment inutile. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, la banque d'Hélène est définitivement fermée. Les suites de ma révélation furent immédiates et chaotiques. Dès que j'ai annoncé que j'en avais fini d'être le filet de sécurité financier de la famille, plusieurs conversations éclatèrent simultanément autour de la table. Ma tante Suzanne exigeait de savoir depuis combien de temps cela durait. Mon oncle Franck demandait à mon père s'il était au courant de l'argent. Ma grand-mère regardait ma mère avec une expression de profonde déception.
Hélène, attends, dit ma mère en se levant, alors que je rassemblais mon sac et mon manteau. Parlons de ça en privé. Il n'est pas nécessaire d'étaler nos affaires de famille devant tout le monde. Nos affaires de famille? Je me suis retournée pour lui faire face. Tu veux dire les affaires de famille où tu m'humilies devant ces mêmes personnes à chaque occasion? Les affaires de famille où tu annonces à tout le monde que je suis l'enfant la plus inutile que tu aies? Je pense qu'ils ont le droit de connaître la vérité sur le fonctionnement réel de cette famille. Tu es vindicative, m'a-t-elle accusée, mais sa voix tremblait. Je suis honnête. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je suis complètement honnête sur ce qui se passe dans cette famille. Et si cela te met mal à l'aise, peut-être que tu devrais te demander pourquoi. Ma cousine Jeanne prit la parole de l'autre côté de la table. Hélène, tu es sérieuse à propos de l'argent? Tu les as vraiment soutenus financièrement? On ne peut plus sérieuse. Je peux te montrer des relevés bancaires remontant à des années si tu veux des preuves. Mon père fixait ma mère avec un mélange de confusion et de colère. Patricia, nous devons parler, tout de suite. Pas devant tout le monde, siffla-t-elle. Pourquoi pas? Tu n'as eu aucun problème à discuter des échecs d'Hélène devant tout le monde. Tu n'as eu aucun problème à annoncer à toute la table qu'elle est inutile. Alors pourquoi est-ce soudainement inapproprié de discuter de la vérité? Michel prit enfin la parole, sa voix basse. Hélène, APR, au pot de mes prêts étudiants. Je ne savais vraiment pas. Je pensais que maman et papa m'avaient aidé. Je sais que tu ne savais pas, dis-je, et je le pensais. Aucun de vous ne le savait, parce qu'on m'a spécifiquement dit de ne pas vous le dire. Mais Michel, puis-je te demander quelque chose? Pendant toutes ces années où nous avons été adultes, m'as-tu déjà demandé une seule fois si j'avais besoin d'aide pour quoi que ce soit? T'es-tu déjà enquis de mes finances, de mes difficultés professionnelles, de ma vie personnelle au-delà du strict minimum? Il resta silencieux un long moment. Non, admit-il finalement. Je suppose que j'ai supposé que tu allais bien. Tu as supposé que j'allais bien parce que c'était plus facile que de prêter réellement attention à ma vie, tout comme il était plus facile pour Karine de supposer que quelqu'un d'autre gérerait les urgences familiales, et plus facile pour maman de supposer que je serais tout, jour-là pour renflouer tout le monde pendant qu'elle critiquait tout chez moi. Karine leva enfin les yeux de son assiette. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas simplement dit non si tu ne voulais pas aider. Parce que je voulais aider, m'exclamai-je. Je voulais aider parce que j'aime cette famille, malgré tout. Je voulais aider parce que je pensais que peut-être, si je prouvais ma valeur de manière tangible, je serais enfin traitée comme si je comptais. Mais je vois maintenant qu'aucune somme d'argent n'aurait jamais changé la façon dont vous me voyez tous. Ma grand-mère s'éclaircit la gorge et la pièce devint silencieuse. Quand Éléonore Martin parlait, les gens écoutaient. Elle était la matriarche de notre famille depuis aussi longtemps que je pouvais m'en souvenir, et son opinion avait du poids auprès de tout le monde. « Patricia, » dit-elle, sa voix sévère d'une manière que j'entendais rarement. « Je suis profondément déçue. Arrête-toi. Cette jeune femme a sacrifié sa propre sécurité financière pour aider cette famille, et tu l'as traitée comme si elle ne valait rien. Ce n'est pas seulement de l'ingratitude, c'est de la cruauté. »« Mère, vous ne comprenez pas toute la situation ?» commença ma mère. « J'en comprends assez. Je comprends qu'Hélène a cumulé 2 emplois pour subvenir à ses besoins, et apparemment à ceux de la moitié de cette famille, pendant que tu racontais à qui voulait l'entendre qu'elle n'était pas assez bien. Je comprends qu'elle vient d'annoncer ses fiançailles, ce qui devrait être l'un des moments les plus heureux de sa vie. Et au lieu de le célébrer avec elle, tu as utilisé cela comme une occasion de la démolir. » La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit de la respiration rapide de ma mère. Je ne l'avais jamais vue se faire réprimander aussi directement par sa propre mère auparavant. « Et autre chose ?
continua ma grand-mère. J'ai vu ce petite fille grandir, et elle n'a jamais été autre chose que gentille, généreuse et travailleuse. Si elle est l'enfant la plus inutile que tu aies, Patricia, alors tu n'as aucune idée de comment mesurer la valeur d'une personne. Ma tante Suzanne hocha la tête avec emphase. Je suis d'accord avec maman. Hélène, je n'avais aucune idée que tu faisais face à tout ça. Je me suis toujours demandé pourquoi tu semblais si stressée lors des réunions de famille. Je n'étais pas stressée, dis-je doucement. J'étais épuisée. Émotionnellement, financièrement, physiquement épuisée d'essayer d'être assez pour une famille qui avait déjà décidé que je ne le serais jamais. Ma mère fit une dernière tentative pour reprendre le contrôle du récit. Hélène, tu fais paraître ça bien pire que ce n'est. Nous sommes une famille. Nous nous aidons les uns les autres. Et je n'ai jamais dit que tu ne valais rien. Tu as dit que j'étais l'enfant la plus inutile que tu es devant tout le monde, juste après que je t'ai dit que j'étais fiancée. Comment appellerais-tu ça, exactement? Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Tu sais quoi, maman? Ça n'a plus d'importance. J'ai fini d'essayer d'obtenir ton approbation. J'ai fini de sacrifier mon propre bonheur et ma sécurité financière pour des gens qui ne me voient même pas comme une vraie personne. J'ai fini d'être le filet de sécurité de la famille, tout en étant traitée comme la déception de la famille. Je me suis dirigée vers la porte, mais je me suis retournée une dernière fois. Mon mariage va être magnifique. David et moi allons construire une vie merveilleuse ensemble, et nous allons le faire sans les critiques constantes et la manipulation émotionnelle que j'ai acceptées comme normale pendant les 32 dernières années. Quiconque veut faire partie de cette vie avec respect et gentillesse est le bienvenu. Quiconque ne le veut pas peut, gardez mon numéro de téléphone pour les urgences, mais ne vous attendez pas à ce que je réponde. Et sur ce, je suis sortie de la maison de mon enfance, laissant derrière moi une table pleine de visages choqués et une mère qui expérimentait enfin ce que c'était que d'être celle qui restait sans voix. La semaine qui a suivi Noël fut différente de tout ce que j'avais jamais connu. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que je ne rentre chez moi ce soir-là, et il n'a pas cessé pendant des jours. Mais pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne répondais pas immédiatement à chaque appel. Je ne laissais pas tout tomber pour gérer les émotions des autres ou résoudre leurs problèmes. David était rentré de Lyon 2 jours plus tôt quand je l'ai appelé, en pleurs, depuis ma voiture garée devant la maison de mes parents. Il m'a trouvée assise sur mon canapé à 11h du soir, toujours dans ma robe de Noël, fixant mon téléphone qui vibrait sous les appels et les SMS entrants. Je n'arrive pas à croire que j'ai vraiment fait ça. N'arrêtais-je pas de dire. Je n'arrive pas à croire que j'ai enfin dit tout ça à voix haute. Moi, si, dit-il en me serrant contre lui. Ça fait 2 ans que j'attends que tu leur tiennes tête. Je ne voulais juste pas te pousser, parce que je savais que tu devais y arriver par toi-même. Mais, et si j'avais eu tort? Et si j'avais été trop dur? Hélène, dit-il doucement. Tu as payé les mensualités de la voiture de ta mère pendant 2 ans, pendant qu'elle disait aux gens que tu étais inutile. Il n'y a aucun univers dans lequel tu as été trop dur. Les messages ont commencé à affluer cette nuit-là et ont continué pendant des jours. Mon père a appelé le premier, sa voix lourde de ce qui semblait être un regret sincère. « Hélène, ma chérie, je n'avais aucune idée que ta mère te demandait de l'argent. Je suis tellement désolée. Si j'avais... » Est-ce su? Papa, ce n'est pas seulement l'argent. C'est la façon dont elle m'a traité toute ma vie. L'argent n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je sais, ma chérie. J'y ai beaucoup pensé depuis que tu es partie. Et tu as raison. J'aurais dû te défendre davantage au fil des ans. J'aurais dû dire quelque chose quand elle faisait ses commentaires. C'était la première véritable excuse que je recevais de quiconque dans ma famille,
et cela signifiait plus que je ne pouvais l'exprimer. Michel a appelé le lendemain. « Hélène, je me sens terriblement mal à propos de cette histoire de prêt. Je veux te rembourser. » Il ne s'agit pas de me rembourser, Michel. Il s'agit du fait que pendant toutes ces années, tu as été parfaitement heureux de supposer que quelqu'un d'autre gérerait les problèmes familiaux pendant que tu te concentrais sur ta carrière. Tu ne m'as jamais demandé une seule fois si j'avais besoin d'aide ou de soutien. « Oh, tu as raison, » dit-il doucement. Je suppose que je t'ai toujours vue comme la forte, celle qui avait tout compris. J'étais celle qui ne pouvait pas dire non. Il y a une différence. Karine a mis 3 jours à appeler, et quand elle l'a fait, elle était sur la défensive. Je ne comprends pas pourquoi tu es si dramatique à ce sujet, Hélène. Les familles s'entraident. Ce n'est pas comme si quelqu'un t'avait forcé à nous donner de l'argent. Karine, tu te souviens de ce que tu m'as dit au dîner? Tu as dit que j'étais la plus difficile de la famille. As-tu la moindre idée de ce que j'ai ressenti, juste après que maman m'ait traité d'inutile? Je plaisantais, c'est tout. Ce n'était pas une blague pour moi. Ça ne l'est jamais. Réalises-tu qu'entre toi et Michel, je ne me souviens pas de la dernière fois où l'un de vous m'a dit quelque chose de vraiment gentil? La dernière fois que vous m'avez soutenu ou célébré quelque chose de bien qui m'arrivait? Elle resta silencieuse un long moment. Je suppose que je n'y ai jamais pensé comme ça? C'est ça le problème. Aucun de vous n'y pense. Vous tenez mon soutien pour acquis, tout en me traitant comme si j'étais le fardeau. Ma mère, comme on pouvait s'y attendre, fut la plus persistante. Elle a appelé 6 fois le 26 décembre seulement, laissant des messages vocaux de plus en plus frénétiques. « Hélène, c'est ridicule. Rappelle-moi pour qu'on puisse discuter de ça comme des adultes. » Hélène, tu es incroyablement égoïste. Ton père est bouleversé et cela affecte toute la famille. Hélène, je ne sais pas ce qui t'a pris, mais cette attitude doit cesser. Nous sommes ta famille. Le 28 décembre, elle a essayé une approche différente. Hélène, ma chérie, je pense que j'ai peut-être parlé un peu trop durement au dîner. Peut-être qu'on peut trouver un arrangement pour la situation financière. Mais ce n'est pas que le 30 décembre qu'elle a finalement appelé et prononcé les mots que j'attendais depuis 32 ans. Hélène, j'ai eu tort. Je suis désolée. J'ai failli ne pas répondre au téléphone. Je filtrais ses appels depuis des jours et David m'encourageait à prendre mon temps avant de m'engager. Mais quelque chose dans la 10e sonnerie m'a fait décrocher. « Allô, maman? » « Hélène, Dieu merci. S'il te plaît, ne raccroche pas. J'ai besoin de te parler. Je t'écoute. Ton père et moi avons discuté et je pense que je te dois des excuses. De vraies excuses. J'ai attendu. Ce que j'ai dit au dîner était impardonnable. Tu n'es pas inutile. Tu es tout le contraire d'inutile. Tu as... Mon Dieu, Hélène. Tu as maintenu cette famille à flot et je t'ai traité horriblement. C'était la chose la plus proche d'une véritable excuse que j'ai jamais reçue d'elle. Mais je n'étais pas prête à baisser complètement ma garde. Maman, ce n'est pas seulement « c'est » et que tu as dit au dîner. C'est un schéma qui dure depuis toute ma vie. Les critiques constantes, les comparaisons avec Michel et Karine, la façon dont tu dénigres ma carrière et mes accomplissements. Je sais, dit-elle, et sa voix tremblait. Je sais, et je n'ai pas de bonne excuse. Je pense que peut-être je me suis vue en toi, et j'ai été plus dure avec toi à cause de ça. Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais aussi l'enfant du milieu. Je sais ce que c'est que de se sentir invisible, et au lieu de te protéger de ce sentiment, je pense que je l'ai aggravé. Je pense que je t'ai poussé plus fort parce que je voulais que tu sois plus forte que je ne l'étais. Ce n'était pas une explication complète, et ce n'était certainement pas une excuse, mais c'était la première fois que ma mère me montrait une réelle vulnérabilité ou conscience de soi. L'argent s'arrête, maman. Tout.
Plus de paiement pour la voiture? Plus de prêts. D'urgence. Plus de renflouement de qui que ce soit. Je comprends. Tu as raison d'arrêter. Nous n'aurions jamais dû te faire porter ce fardeau. Et les critiques s'arrêtent aussi. Je ne tolérerai plus d'être rabaissée, surtout devant d'autres personnes. D'accord. J'essaierai de faire mieux. N'essaie pas, maman. Fais mieux. Parce que si tu ne peux pas, alors David et moi construirons notre vie sans l'implication de cette famille. C'était un ultimatum, mais il semblait nécessaire. Pour la première fois de ma vie, je fixais de vraies limites avec des conséquences que j'étais prête à appliquer. 3 mois plus tard, ma vie était complètement différente. Le stress financier constant avait disparu, remplacé par quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. De véritables économies. Pour la première fois depuis l'université, il me restait de l'argent à la fin de chaque mois. David et moi avons ouvert un compte d'épargne joint et avons commencé à planifier non seulement notre mariage, mais notre avenir ensemble. Le changement émotionnel était encore plus spectaculaire. Sans le poids constant des drames familiaux et des obligations financières, je me sentais plus légère, plus confiante, plus moi-même. Mes performances au travail se sont améliorées de manière notable une fois que je n'étais plus distraite par les urgences familiales et les appels téléphoniques culpabilisants. Ma patronne a remarqué le changement et a laissé entendre que d'autres opportunités de promotion se présenteraient. « Tu sembles différente ces derniers temps », a-t-elle dit lors de mon évaluation trimestrielle. Plus concentrée, plus affirmée dans les réunions. Quoi que tu fasses, continue comme ça. Je faisais quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je donnais la priorité à mon propre bien-être. La dynamique familiale a radicalement changé une fois le filet de sécurité financière est retiré. Mon père, il s'est avéré, ignorait complètement à quel point ma mère m'empruntait de l'argent. Quand il a découvert toute l'étendue de la situation, il était furieux. 2 ans, Patricia. Tu prends de l'argent à notre fille depuis 2 ans sans me le dire. Ils ont fini par suivre une thérapie financière ensemble, ce qui aurait probablement dû se produire des années plus tôt. Mon père a pris un poste de consultant à temps partiel pour compléter leurs revenus, et ma mère a finalement admis qu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens. Michel et Karine, quant à eux, ont été contraints de confronter leurs propres hypothèses sur le soutien familial. Michel m'a appelé 6 semaines après Noël avec une nouvelle qui m'a surprise. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, m'a-t-il dit, sur le fait que je ne t'ai jamais demandé si tu avais besoin d'aide. Et tu as raison. J'étais tellement concentrée sur mes propres problèmes que je ne ai jamais envisagé que tu puisses avoir les tiens. J'apprécie que tu dises ça. Je veux faire mieux, et je veux commencer par te demander. As-tu besoin d'aide pour quelque chose? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour te soutenir? C'était une question si simple, mais c'était la première fois qu'un de mes frères et sœurs me la posait. Nous avons fini par avoir une conversation de 2 heures sur mes objectifs de carrière, ma relation avec David et mes projets pour l'avenir. Pour la première fois dans nos vies d'adultes, Michel semblait sincèrement intéressé par ma vie en tant que personne, plutôt que comme une simple obligation familiale. Karine a mis plus de temps à changer d'avis. Elle était toujours sur la défensive à propos de la situation financière et semblait considérer mes nouvelles limites comme une attaque personnelle plutôt qu'un changement nécessaire. Mais même elle a finalement commencé à changer de perspective. Surtout après une conversation avec notre grand-mère. Éléonore avait apparemment passé un sacré savon à mes 2 frères et sœurs sur la façon dont ils m'avaient traité au fil des ans. Votre sœur s'est sacrifiée pour cette famille pendant que vous construisiez vos carrières, leur a-t-elle dit. Le moins que vous puissiez faire est de la traiter avec le respect qu'elle mérite. Ma relation avec ma mère est restée la plus compliquée. Elle essayait clairement de changer son comportement, mais des décennies de schémas bien ancrés ne disparaissent pas du jour au lendemain. Elle se surprenait au milieu d'une critique et s'excusait, ou faisait un effort pour poser des questions sur mon travail, d'une manière qui ne semblait pas dédaigneuse.
Cela semblait forcé au début. Mais peu à peu, cela a commencé à paraître plus sincère. Le véritable test est venu lorsque David et moi avons commencé à planifier notre mariage. Je redoutais les comment, airs inévitables et les tentatives de contrôler le processus, mais à ma surprise, ma mère a surtout gardé ses opinions pour elle. Quand elle offrait des suggestions, elle les précédait de choses comme « juste une idée » ou « seulement si tu penses que ça pourrait marcher ». « J'aime bien le photographe que tu as choisi », a-t-elle dit lors d'une de nos séances de planification. « Les exemples que tu m'as montrés sont magnifiques. » C'était un commentaire si normal et encourageant que j'ai presque eu du mal à réagir. C'était donc ça, une interaction familiale saine. Mon père, en revanche, s'est jeté dans la planification du mariage avec un enthousiasme que je n'attendais pas. Il a proposé de participer aux frais, a insisté pour me conduire à l'hôtel et a passé des heures à rechercher des lieux et des prestataires avec moi. C'était comme s'il essayait de compenser des années passées à ne rien faire pendant que ma mère me critiquait. « Je suis si fière de toi », m'a-t-il dit un après-midi alors que nous goûtions des gâteaux dans une pâtisserie du centre-ville. Pas seulement pour avoir tenu tête à ta mère, mais aussi pour t'être construit une si belle vie. David est un homme chanceux. Venant de mon père, ces mots signifiaient tout pour moi. La plus grande surprise fut le nombre d'autres membres de la famille qui m'ont contacté pour me soutenir une fois qu'ils ont appris toute l'histoire. Ma tante Suzanne a commencé à appeler régulièrement, juste pour prendre des nouvelles. Ma cousine Jeanne m'a demandé si elle pouvait aider à la planification du mariage. Même certains de mes parents plus éloignés ont fait des efforts pour se rapprocher de moi, comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. J'ai toujours senti qu'il y avait une tension, a expliqué ma tante Suzanne. Mais je n'avais jamais réalisé à quel point c'était grave. Ta mère a toujours été intense, mais je ne savais pas qu'elle était si injuste avec toi. Il s'est avéré que plusieurs membres de la famille avaient remarqué la dynamique au fil des ans, mais ne s'étaient pas sentis à l'aise pour intervenir. Mon éclat de Noël leur avait donné la permission d'aborder ce qu'ils avaient vu mais ignoré. Le changement le plus significatif concernait ma relation avec la famille de David. Sans l'épuisement constant causé par le drame de ma propre famille, j'ai pu investir plus d'énergie émotionnelle dans la construction de relations avec ses parents et ses frères et sœurs. Ils m'ont accueilli avec une ouverture et une chaleur que je n'avais jamais connues. Et pour la première fois, j'ai compris à quoi ressemblaient réellement des dynamiques familiales saines. « Ta famille est si normale », ai-je dit à David après un dîner dominical avec ses parents, où personne ne critiquait personne et où tout le monde semblait sincèrement heureux d'être ensemble. « La tienne peut être aussi, a-t-il dit. Ça prend juste du temps et des limites. Il avait raison. Lentement, prudemment, avec des attentes et des conséquences claires, certaines de mes relations familiales commençaient à guérir. Pas toutes et pas complètement, mais suffisamment pour me donner l'espoir que l'avenir pourrait être différent du passé. 6 mois après ce dîner de Noël, David et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie dans une auberge historique à environ 1 heure de la ville. La liste des invités avait été soigneusement établie, n'incluant que les personnes qui avaient montré un soutien sincère à notre relation et du respect pour nous deux en tant qu'individus. Mon père m'a conduite à l'hôtel, les larmes aux yeux. Ma grand-mère était assise au premier rang, rayonnante de fierté. Ma mère était là aussi, magnifiquement habillée et se comportant parfaitement. Mais je pouvais voir l'effort que cela lui demandait de retenir ses commentaires habituels. Michel et Karine étaient tous les deux présents et semblaient même sincèrement heureux pour nous. Mais les personnes qui comptaient le plus étaient celles qui m'avaient soutenue inconditionnellement. La famille de David, qui m'avait adoptée dès le début, ma tante Suzanne
et ma cousine Jeanne, qui étaient devenues de véritables sources de soutien émotionnel, et mes amis de longue date, qui m'avaient vu lutter avec la dynamique familiale pendant des années et étaient ravis de me voir enfin m'affirmer. « Tu es radieuse », m'a chuchoté ma grand-mère en me serrant dans ses bras après la cérémonie. Pas seulement belle, mais vraiment heureuse. C'est ce que j'attendais de voir. Pendant la réception, mon père a prononcé un discours qui m'a fait pleurer. Hélène a toujours été le cœur de notre famille, a-t-il dit, même quand nous ne l'apprécions pas à sa juste valeur. Elle est gentille, généreuse, travailleuse et d'un loyauté à toute épreuve. David, tu n'épouses pas seulement une femme merveilleuse. Tu épouses quelqu'un qui déplacera des montagnes pour les gens qu'elle aime. J'espère juste que tu ne tiendras jamais cela pour acquis, comme certains d'entre nous l'ont fait. C'était sa reconnaissance publique des années de déséquilibre, et cela signifiait tout pour moi. Même ma mère a réussi à dire quelque chose d'approprié lors de ses brèves remarques. Hélène, je suis désolée qu'il m'ait fallu si longtemps pour voir quelle fille extraordinaire j'ai. J'espère que toi et David construirez une belle vie ensemble. Ce n'était pas une réparation complète de notre relation, mais c'était un progrès. Le moment le plus important de la journée, cependant, est survenu pendant notre première danse. Alors que David et moi nous balancions au son de la musique devant toutes les personnes qui tenaient vraiment à nous, j'ai réalisé que je ressentais quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant lors d'une réunion de famille, un bonheur complet et sincère. « Aucun regret », m'a murmuré David à l'oreille. « Aucun », ai-je répondu, et je le pensais totalement. Les mois qui ont suivi ont été une révélation. Le mariage avec David était tout ce que j'avais espéré et plus encore. Nous avons acheté une maison ensemble en utilisant l'argent que j'avais pu économiser une fois que j'ai cessé de subventionner le style de vie de ma famille. Nous avons voyagé. Nous avons reçu des amis. Nous avons créé des traditions qui n'appartenaient qu'à nous. Ma carrière a prospéré d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Sans l'épuisement émotionnel constant du drame familial, j'avais une énergie à investir dans mon travail que je n'avais jamais eue auparavant. J'ai mené des campagnes réussies, établi des relations solides avec les clients et obtenu la promotion que ma patronne avait laissé entrevoir. La fille, qu'on avait qualifiée d'inutile, dirigeait maintenant son propre département. Certaines relations familiales ont continué à s'améliorer progressivement. Mon père et moi avons développé une véritable amitié, parlant régulièrement de tout, du travail au livre en passant par son nouveau passe-temps, le travail du bois. Michel a fait de réels efforts pour être présent dans ma vie, appelant pour prendre des nouvelles et me demandant même des conseils sur des questions personnelles. Ma grand-mère est devenue l'une de mes plus proches confidentes, quelqu'un à qui je pouvais parler de tout sans crainte de jugement. Ma relation avec ma mère est restée compliquée, mais fonctionnelle. Elle luttait toujours avec sa tendance à la critique, mais elle se rattrapait plus souvent et faisait de réels efforts pour être encourageante. Quand je lui ai dit que j'envisageais de retourner à l'école pour un MBA, elle m'a surprise en disant « Cela semble être une merveilleuse opportunité. Tu serais excellente à ça. » Ce n'était pas le soutien enthousiaste que j'aurais pu obtenir de Michel ou Karine, mais c'était respectueux et encourageant, ce qui était plus que ce que j'avais jamais attendu d'elle. Karine et moi avons trouvé un équilibre cordial mais distant. Nous étions polis lors des réunions de famille et échangions des banalités, mais nous n'avons jamais développé la relation proche que j'avais espérée. Mais ce n'était pas grave. J'avais appris que toutes les relations familiales ne peuvent pas être réparées, et que ce n'est pas nécessairement le reflet d'un échec personnel. Le changement le plus profond fut interne. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne cherchais pas constamment l'approbation ou à prouver ma valeur. Je savais qui j'étais, ce que j'avais accompli et ce que j'apportais à mes relations. L'amour et le respect de David m'avaient montré ce que c'était que d'être
valorisée pour qui j'étais vraiment, et j'avais appris à me valoriser de la même manière. Un soir, près d'1 an après notre mariage, David et moi dînions quand mon téléphone a sonné. C'était ma mère, ce qui n'était pas inhabituel à l'époque, mais quelque chose dans sa voix était différent. « Hélène, je dois te dire quelque chose, » dit-elle. « Ton père et moi étions au supermarché aujourd'hui, et j'ai croisé Madame Dubois, notre ancienne voisine. Elle m'a posé des questions sur toi, et je me suis surprise à lui parler de ta promotion, de votre nouvelle maison, et à quel point je suis fière de toi. Et puis, j'ai réalisé que je ne pense pas te l'avoir jamais dit directement. » « Dis quoi, maman ? Que je suis fière de toi, que j'ai toujours été fière de toi, même quand j'étais trop têtue ou trop concentrée sur ce que je pensais que le succès devait être pour l'admettre. Tu es une femme incroyable, Hélène. Tu es gentille, forte, brillante et généreuse. Et je suis désolée qu'il m'ait fallu si longtemps pour le dire à voix haute. C'était la conversation que j'attendais depuis toute ma vie, et elle est arrivée à un moment où je n'en avais plus besoin pour me sentir complète. Mais cela la rendait encore plus significative, car elle semblait sincère plutôt que désespérée. « Merci, maman, » dis-je. « Ça me touche beaucoup. Je t'aime, ma chérie. J'aurais dû le dire plus souvent aussi. Je t'aime aussi. » Après avoir raccroché, David m'a regardé avec un sourire. « Comment tu te sens ? » ?»« Bien, » dis-je, et j'ai été surprise de réaliser que je le pensais. Ça fait vraiment du bien, mais aussi, je pense que j'aurais été bien de toute façon. Et c'était la vraie victoire. Non pas que ma famille ait finalement appris à me traiter avec respect, bien que ce soit merveilleux. La vraie victoire était que j'avais appris à me respecter suffisamment pour exiger un meilleur traitement et pour construire une vie qui ne dépendait pas de leur approbation pour mon bonheur. J'avais appris que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour soi-même et pour les autres est de cesser d'accepter un comportement inacceptable. J'avais appris que l'indépendance financière et l'indépendance émotionnelle vont de pair. Plus important encore, j'avais appris que la famille que l'on choisit peut être tout aussi importante que la famille dans laquelle on est. Et que s'entourer de personnes qui voient votre valeur ne fait pas de vous une égoïste. Cela vous rend entière. La petite fille, qui avait passé son enfance à essayer de mériter l'amour, était devenue une femme qui savait qu'elle était digne d'amour telle qu'elle était. Et cela a fait toute la différence. Avez-vous déjà dû établir des limites difficiles avec des membres de votre famille qui tenaient votre soutien pour acquis? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous, us. Et si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour plus d'histoires de vie sur l'affirmation de soi et la découverte de sa propre valeur. Partagez-la avec quiconque pourrait avoir besoin d'entendre qu'il mérite d'être traité avec respect, quelles que soient les dynamiques familiales. N'oubliez pas, vous apprenez aux gens comment vous traiter, et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de cesser d'accepter moins que ce que vous méritez. Merci d'avoir écouté mon histoire, et j'espère qu'elle aidera quelqu'un d'autre à trouver le courage de dire sa vérité. Je vous souhaite à tous la force de connaître votre valeur et le courage d'exiger le respect que vous méritez.